Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. Dans quelques jours, un grand nombre de Réunionnais ira déposer un bouquet de fleurs sur la tombe d'un défunt. Et on va juste avoir une petite pensée pour Victor Hugo et cette première phrase de son poème Demain, dès l'aube, à l'heure blanchit la campagne. Bonsoir, Nathalie Firmini. Bonsoir, Jasmine. Et on ne se rend pas compte à quel point ce poème de Victor Hugo a été quelque chose de... Il a rendu la mort presque, j'allais dire, vivant. L'essence de la vie. Ouais. Je marcherai la tête, je marcherai les yeux sur mes pensées. Non, j'ai oublié cette phrase, elle est magnifique parce que c'est une progression. Et, une continuité. Et je marcherai les yeux fixés sur mes pensées. C'était ça la phrase. Le dos courbé. Ce qui montre le poids des douleurs de la vie, voilà, ouais. dont on s'allège au fur et à mesure. Il a écrit ce poème 9 ans après la mort de sa fille Léopoldine. Léopoldine, oui. Qui s'est noyée donc sur la Seine, ou dans la Seine. Et la mort, je disais qu'on est à quelques jours du 1er novembre. C'est incroyable comme cette date a une signification pour les individus. Et quelles que soient les communautés, quelles que soient... Mais ce jour-là, les gens sont présents pour un grand nombre. Oui. Je vais commencer du coup par un petit passage du livre « Ma vie de soignante en EHPAD en immersion chez ces grands oubliés » et nous est bien dans le sujet. Oui. Donc, le rapport à la mort nous est difficile, on évite le sujet, il dérange, mais mal à l'aise. Le cycle de la vie a pourtant un début et une fin. À mon arrivée, je parle de la résidence dans laquelle j'ai travaillé, je me suis sentie peinée d'observer le silence après un décès. Les résidents voient un nouveau visage s'installer à leur table sans avoir été avertis du départ du précédent. Aujourd'hui, chaque décès est annoncé par une affiche sous laquelle une bougie est allumée. Après un départ, j'invite les résidents le désirant à honorer la mémoire de celui ou de celle qui nous a quittés. Nous revisitons des souvenirs et évoquons des anecdotes que nous avons partagées. Et là, je leur ai demandé à chacun quelle épitaphe ils souhaiteraient sous leur tombe s'ils mouraient un jour. Il n'y en a aucun qui a dit « si j'y ou ici repose ». Il y en a un, il a dit « si vous sonnez et que je ne réponds pas, c'est que je ne suis plus là ». Un autre a dit « pensez à vivre, nous nous retrouverons ». Et une dernière « si vous venez ici, ne venez surtout pas pour pleurer. J'ai toujours préféré entendre les gens rigoler, c'est plus gai ». Ben, c'est le côté, j'allais dire, un petit peu réfractaire à la mort. On ne parle pas de la mort, on parle d'une autre façon de vivre. Et je ne vais pas plagier celui qui a dit que la mort est un manque de savoir-vivre, mais c'est une autre façon de vivre. C'est des proches ? Je crois, oui, je pense que c'est lui qui l'a... Ça y ressemble, en tout cas. Mais au moins, sur ce côté-là, il avait raison. Quelqu'un disait partir, c'est mourir un peu. Oui. Aussi, donc ça fait quelques phrases quand même sur la mort et je trouve que... Et quelqu'un d'autre a dit, ne vous empêchez pas de vivre, vous n'allez pas échapper à la mort. Donc, ouais. C'est vrai. À chaque fois, tout est dit, en fait. C'est... je vais dire ça comme ça, on se prend la tête à se dire qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce qui me manque, mais on ne se rend pas compte de qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a. Voilà. Parce que même si Pascal a raison quand il dit que l'homme est un roseau pensant, l'homme pense toujours à ce qui lui manque, pas à ce qu'il a. Et ce qu'il a est déjà beaucoup, mais il veut toujours plus. Oui, mais pourquoi il fait ça? C'est la grande question. Parce qu'il est plus facile de se victimiser que de remercier la vie pour ce qu'on a. C'est tout notre sujet, ça, c'est... Oui. La mort, je veux dire, quand on va le 1er novembre déposer un bouquet sur la tombe d'un défunt, c'est pour lui dire, je t'aime, tu me manques, tu es parti, voilà. Mais combien disent merci pour tout ce que tu m'as apporté, merci pour tout ce que tu m'as donné, merci pour tout ce que tu m'as appris. Maintenant que tu es plus là, tu es encore plus présent.
Je dis souvent, on est des êtres humains singulièrement égoïstes et nombrilistes. Hein. Mais il faut juste être OK avec ça. Parce que tout ce qu'on fait, on le fait au départ, pour satisfaire nos propres besoins. Donc, si on aime quelqu'un et que lui, il ne nous aime pas, bah, notre besoin, il n'est pas satisfait. On peut le détester. Et je pense à ces individus qui vont sur la tombe en disant « Mais pourquoi tu es parti? Pourquoi tu m'as laissé ?» Et je trouve ça d'un égoïsme. C'est exactement ce que je dis. On est profondément égoïste et nombriliste. Hein. On se relie en fait à la perte. Les êtres humains n'aiment pas perdre hein. Tout ce qu'ils pensent perdre. Parce que parfois, on ne perd pas forcément. On peut gagner en retour quelque chose qui est cadeau, mais on ne le voit pas forcément. Et quand quelqu'un meurt, on voit que du négatif. Sauf pour les personnes qui sont vraiment malades et qui souffrent depuis des... Qui sont attendues, ouais. Mois. Ça peut être perçu comme une libération. Voilà. Là, on va dire que la mort est une délivrance. Mais sinon, moi, j'ai eu quelqu'un un jour qui m'a dit « Ma mère vient de mourir. » Je dis « Ah bon ?» Je dis « Bah écoute, je suis désolé. » Il m'a dit « Tu sais, ça fait 2 ans qu'elle souffre. C'est bien. » Tu sais, j'ai un passage dans ce livre qui s'appelle Yvette. C'est une dame âgée de 84 ans que j'ai accompagnée jusqu'à son dernier souffle. Mais ça a été un moment, je vais dire ça comme ça, béni. Parce qu'elle savait qu'elle allait décrocher. Elle allait, c'est quelqu'un l'a dit moi la dernière fois, saute la vie. Et elle voulait, elle, absolument garder toute sa dignité dans sa mort, en se disant qu'elle ne voulait plus vivre, mais qu'elle voulait être accompagnée gentiment et sereinement, sans qu'on lui mette de médicaments, etc. quoi. Cette dame a été d'une humilité, d'une beauté. Mais franchement, c'est... Le dernier jour où je l'ai vue, j'essaye de lui envoyer un bisou et elle me dit « Tu me craches dans la main ?» Non, j'envoie un bisou. Ça a été très, très, très doux. Ça me fait penser à cette dame lors de la période du Covid, lorsque le Covid était vraiment très fort et les gens mouraient, il fallait de l'oxygène. Et il y avait cette dame qui était à l'hôpital, elle était allongée et on allait lui poser le masque à oxygène. Elle fait « Non, moi j'ai déjà vécu assez. » Poser sur l'autre. Donner à la personne, elle est plus jeune. Et quelques instants après, elle est morte. C'est fort, c'est fort. Ouais. Et vous voyez, quand on parle du Covid, là, je peux mettre ce qui est ma réflexion à moi, toutes les insanités, toutes les atrocités qu'on a fait pendant cette période, à empêcher les gens d'aller commémorer leurs défunts, à mettre les gens dans des sacs plastiques enfermés, même à de la viande, on fait pas ça, quoi. Je disais... On traite des animaux, pendant le Covid, on a traité les animaux avec plus de dignité qu'on a traité les êtres humains. Oui, parce qu'à un moment donné, ils n'en pouvaient plus. Je veux dire, il n'y avait plus de place. Les malades restaient dans les couloirs, dans des pièces qui n'étaient pas faites pour ça. On a été dépassés. Je crois qu'ils ont voulu... Je ne sais pas qui c'est qui a créé ce virus du Covid, mais en tout cas... Je pense que ça a dépassé ses espérances. Ça a été une vraie boucherie. Oui, c'est indigne, parce qu'un être humain, il a quand même... Enfin, jusqu'à maintenant, dans le règne humain, on a toujours commémoré les morts, la mort. Oui. Nos morts, on les met dans des sépultures, on les commémore, on a des rituels autour. Et tout ça, ça permet aux vivants derrière de s'alléger un peu du poids de cette perte. Et quand c'est collectif, quand c'est la famille qui va autour du pépé, de mémé, d'un fils, etc., ça permet de faire un espèce d'agrégore d'énergie qui fait que tout le monde vit la même peine, la même souffrance, et on s'allège un peu de la perte. Ensuite, chacun fait son deuil qui est personnel, quoi. Mais on verra aussi pendant cette fête du 1er novembre, c'est pas la fête des morts. La fête des morts, c'est le lendemain. C'est le 2, voilà. Le premier, c'est la Toussaint. Ouais, exactement. La Toussaint. Et là, quand on va voir ces gens qui vont venir avec leur bouteille de rhum, leur petit verre, posé sur les tombes. La dalle, la tombe. Quand ceux qui vont venir avec autre chose, il y aura toujours vont venir avec quelque chose pour honorer leur mort. Et je trouve ce lien entre le vivant ou la vivante avec le mort ou la morte, je trouve qu'il y a quelque chose de presque irréel. C'est irréel, je dirais que c'est précieux. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout ça, J. Smith, ça se fait de manière cachée.
On le montre de moins en moins oui. parce que ça devient de plus en plus tabou. Alors que ces rituels-là, ils sont universels. Ils sont immuables. Et si on ne garde pas ça, si on perd ça, je pense qu'on perd un peu de notre humanité. Il y a deux pays où la mort a une autre signification. Il y a Madagascar et il y a le Mexique. Le Mexique, oui. Ces deux pays ont une relation avec la mort qui est vraiment, moi je trouve ça admirable. C'est en ça que je dis souvent, est-ce que c'est vraiment la relation avec la mort ou c'est la relation à la vie? Oui, oui, c'est vrai. Oui, parce qu'en commémorant le défunt, le mort, on commémore aussi les personnes qui restent et qui continuent à vivre. Ceux qui viennent au Mexique pour célébrer cette journée magnifique là autour des morts, c'est les vivants qui sont là à exprimer leur joie. C'est pas les morts qui expriment leur joie. Oui, mais de voir que ils n'ont pas, il n'y a pas de barrière. Le rapport, ouais. Il n'y a pas de barrière. De voir qu'ils sont capables de boire dans un crâne, le crâne d'un défunt. Bon, ça je le ferai pas. Donne-moi mon verre, il est bon. Hein. Je trouve ça magnifique. Ouais. Et je fais toujours référence à ce dessin animé Coco. Coco. C'est une façon d'apprendre la mort aux enfants qui est admirable. C'est éducatif, absolument. Éducatif, parce que nous, aujourd'hui, dans notre civilisation, dans notre population, on cache la mort aux enfants. Ouais. Moi, je me souviens, le premier mort que j'ai vu, c'est mon pépé. Et à l'époque, on nous demandait ou d'embrasser le front ou de toucher les pieds. Ouais. Et je me souviens, quand on a touché ce corps froid, rigide, avec, à l'époque, c'était sur des tables, vous savez, réfrigérées là, pour garder les morts à la maison. Maintenant, on meurt de plus en plus à l'hôpital, même si on voudrait mourir à la maison. En dernier lieu, si les gens n'arrivent pas à barrer la situation, on meurt à l'hôpital. Et je disais, le premier mort que j'ai vu m'a vraiment montré que quand on me disait « il est parti », non, il n'est pas parti, il ne reviendra pas, il n'est plus là du tout, et merde, il est mort. Quand il dit il est parti, on n'a pas dit qu'il reviendra. Hein. C'est ça, mais aux enfants, en fait, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, on a tendance à cacher la réalité. Et aux enfants, on va par exemple dire « il est parti » ou « il est parti dans le ciel ». Parce qu'on a cette incapacité de mettre des mots sur des mots. C'est ça le problème. C'est de ne pas dire les choses. C'est comme, on le voit depuis toute enfance, parler de sexe, de sexualité et de rapport sexuel à un enfant, des individus qui sont incapables de faire ça. Ça, je pense que c'est tout comme la mort. J'ai 2 sujets là-dessus, sur la sexualité et sur la mort. C'est notre propre gène, en fait, qui s'inscrit lorsqu'on n'est pas capable de mettre des mots sur des mots. Parce qu'une situation, c'est une situation. Exprimer à un enfant sans crudité, sans mots violents, juste le côté beau de la nature. On peut prendre une fleur, on peut prendre ce que vous voulez, quoi. Parce que tout l'univers, en fait, est fait de la même manière en termes de reproduction. Je suis pas certaine de ce que je dis, là. Voilà. Mais juste expliquer qu'un enfant né avec un homme et une femme, c'est pas compliqué d'essayer d'imager, de mettre un peu de poésie autour, des rayons de soleil, des paillettes, et ok, quoi. Parce que là, et c'est vrai, il y a une évolution, mais il fallait un point de départ. Ce point de départ-là, j'ai l'impression que personne n'a voulu l'assumer, et ne l'assume pas encore de toute façon. Donc, quand on dit un tel est décédé, et d'ailleurs, il y a quelque chose que j'ai découvert, on préfère dire est décédé que est mort. Est mort, ouais. Mais j'ai beaucoup d'amis qui me disent, mais j'aime pas ce mot, c'est trop violent. Voilà. Moi, je fais une distinction entre mourir. Mourir, c'est un processus. Tous les jours, on meurt un peu plus. On est en train de mourir là, sur ce plateau. La mort, c'est l'état. C'est le fait que le cœur, il bat plus, qu'il n'y a plus rien qui fonctionne. Voilà. Et je disais dans le livre, dans La réelle vie, Yvette, que j'ai accompagnée jusqu'à son dernier souffle, je disais, lorsque j'ai vu son corps après la mort, c'est ce qu'on disait la dernière fois dans la précédente émission, il se passe un truc. Mais quand on voit un être partir de ce corps de vivant, je ne sais pas ce qui se passe dans la matière. C'est plus le même. Ouais, mais il y a un truc qui se passe. Oui, tout à fait. La personne qui est décédée, son corps se replie sur lui-même. On voit, il y a moins de volume, et c'est quelque chose qui est toujours impressionnant. Quand on arrive, on se dit, mais c'est pas la personne que je connaissais, qui me parlait, que je fréquentais. Mais c'est vrai que ça surprend de voir que quand on décède, mais notre corps perd en volume,
perd aussi dans la façon d'être. Quand on regarde le visage de quelqu'un qui est décédé, c'est pas la même personne qui était vivante. Vous voyez, ça c'est une discussion que j'avais il n'y a pas très longtemps, en parlant justement de tabous par rapport à la mort. Il n'y a pas si longtemps, quand nos ancêtres mouraient, ils mouraient, quoi. Ouais. Même s'ils étaient tombés et qu'ils avaient une bosse, ils étaient tombés, ils avaient une bosse. Dans la tombe, dans le cercueil, on aurait vu peut-être un bandeau autour. Maintenant, on maquille les gens qui meurent. Parfois, ils sont tellement bien maquillés, Marmaille, on ne reconnaît même pas où de mort. Ouais, c'est vrai. Mais c'est fait pour, d'ailleurs, je pense aussi. Ouais. Alors, on appelle... Alors, j'ai du thanatopracteur. Voilà, j'ai toujours du mal à dire ce métier qui sert à maquiller les morts. Qui sert, en fait, c'est un très beau métier parce qu'il sert à rendre sa dignité à la personne qui est morte. Mais après, je dis, entre dignité et le trop, il y a un fossé, quoi. Voilà, c'est juste ça, mon propos. Ouais. Et cette réalité-là est vraie de plus en plus aujourd'hui parce que les gens ne veulent pas revoir la personne tel qu'il est. C'est-à-dire son état... Alors, quand il était vivant, il était comme ça. Quand il est mort, c'était une autre personne, physiquement parlant. Et souvent, les gens ont du mal à affronter ce moment. Je travaille beaucoup avec des gens qui ont perdu un proche. Et je vais aller sur quelque chose d'un peu parallèle, mais je vais assumer. Vous verriez le nombre de personnes qui, après avoir perdu un proche, parlent de signes qui les a connectés à la personne qui est partie. Je pense que il faudrait qu'il y ait une étude de fait là-dessus un jour. Mais le problème est toujours la même. D'abord, la mort n'a pas la même définition et la même signification selon certaines communautés, certains pays, certaines régions. Tout le monde ne voit pas la mort de la même façon. Ce qui peut être une délivrance pour certains, ça peut être un passage pour d'autres, ça peut être une souffrance aussi. Pour d'autres, ça peut être aussi un retour à la vie avec la réincarnation. Donc toutes ces croyances qui n'en sont peut-être pas, à chacun sa manière de voir les choses. Mais en attendant, le truc important, c'est de pouvoir mettre des mots dessus et d'en parler et de ne pas garder tabou, ce genre de choses aussi qui sont connectées à la mort, à la vie, au deuil. Alors, je vais dire deux choses à La Réunion. Je vais parler du service cabaret et puis parler du service le Samblani ou le Sambrani chez les Malbars. Le 1er novembre, ils font une cérémonie et offrent des offrandes font des offrandes à leurs morts et ils mettent à manger, ils mettent tout ce que les individus qui sont partis, qui sont morts ou décédés aimaient. Et c'est une grande fête de famille. C'est une bonne chose ou... Pour moi, il n'y a pas de bon ou mauvais. Il y a juste le fait de... Encore, c'est ce que je dis, on est tous singuliers. Qui nous interdirait d'honorer la mémoire de nos défunts comme on le fait? C'est-à-dire que moi, si demain j'ai envie d'aller amener un petit verre de rhum sur la tombe de ma grand-mère, qui m'interdirait de le faire? Jusqu'à maintenant, on ne m'interdit pas de le faire. Peut-être que demain, ça sera plus possible. Mais bon, voilà. Je pense que c'est à chacun ses commémorations. Et ça, je trouve que c'est précieux de pouvoir garder nos traditions, nos cultures, nos religions et nos manières de faire les uns avec les autres, quoi. Et il y a quelque chose qui m'a touché, que j'avais découvert par hasard. Les premiers morts qu'on a enterrés étaient enterrés debout. Ça, je ne savais pas. Et pourquoi? S'il veut remarcher? Je n'ai pas commenté parce que j'aurais tort, mais ils ont découvert que parmi les morts, il y en avait qui étaient enterrés debout. D'accord. Et juste pour rappel, on a eu un maire dans l'histoire de La Réunion qui a demandé à être enterré debout. Il a été maire de Saint-Joseph. C'est celui qui est enterré sur le pic, là. Voilà. Il a été enterré debout face à la mer. C'est ce qu'il a demandé. Donc, voilà, après, comme je dis, chacun a sa définition, chacun a ses envies, chacun a ses croyances. Après, chacun aussi vit, parce que après la mort, la vie, elle se poursuit. Oui. Et l'objectif dans cette vie qui se poursuit, c'est justement de lever tous les tabous sur comment est-ce qu'on se sent une fois qu'on a perdu quelqu'un. Est-ce qu'on a le droit encore de pleurer pendant 1 an? Non, il faut pleurer que pendant 3 mois. Après, il dit,
là que ça, on va pas mettre ça sur le côté, mais continue, les bons, allez acheter, n'a les soldes là, mais dans le restaurant, ils viennent. Non, on a besoin, en tant qu'être humain, chacun comme on est, de vivre notre deuil, notre perte, nos souffrances comme on peut, mais avec les autres. Et à La Réunion, il y a cette chose-là que je voulais, après avoir parlé de service cabaret et service Samblani ou Sambrani, c'est de dire que chaque année, certaines communautés réunionnaises continuent à honorer leurs défunts. Et je trouve ça... Alors, ça va tant que les personnes qui sont connectées, enfin, qui ont mis en place le rituel sont vivants. Lorsqu'ils sont décédés, ça s'arrête là aussi. Parce que les gens ne reprennent pas leur habitude. Alors ça, moi, je trouve que je travaille là-dessus, sur le côté transmission. Je trouve que c'est précieux de garder toujours le lien. Et c'est ce que dit un monsieur dans ce livre. Tout ce qui n'est pas transmis tombe dans l'oubli. Lorsqu'on aura fait le fossé de la rupture et qu'on n'aura pas donné le savoir, les grands moules, là, tous ceux qui sont en train de mourir tout seuls, tant qu'ils n'auront pas donné, transmis leur savoir, il y a des choses qu'on aura perdues, mais définitivement, quoi. Et je vais aller sur cette posture que j'ai appréciée, et on va terminer l'émission là-dessus. Dans le film Coco, sur la fin, quand il revient à la vie, il reprend sa guitare et il va voir sa grand-mère, Maman Coco, et il va chanter « Ne m'oublie pas ». Et j'ai trouvé ça magnifique, parce que, et c'est exactement ça, si on oublie quelqu'un qui est décédé, il disparaît. Ouais, c'est comme ces tombes qu'on voit dans les cimetières qui sont abandonnés, qui n'ont pas, il n'y a plus de on ne nettoie plus, on ne plante plus des fleurs, et à un moment donné, ça va... Et là, ça dépend des traditions, parce que les tombes musulmanes, par exemple, elles ne sont pas fleuries. Elles sont, voilà, donc ça dépend des traditions. Mais c'est vrai que lorsqu'on a l'habitude d'avoir des tombes, par exemple, chez les chrétiens, les catholiques pratiquants, fleuries, avec les bougies, etc., quand on voit une tombe à l'abandon, on a le sentiment que la personne n'a pas existé. Et le pire, c'est quand on marche sur la tombe pour aller sur la tombe de quelqu'un d'autre, quoi. C'est quelque chose, hein. Et comme j'ai dit, c'est pour ça que ce 1er novembre, maintenant, je ne veux pas dire que c'est important. Le 2, du coup. Hein? Le 2 novembre. Oui, mais ils vont au cimetière le 1er. Ouais. Je suis d'accord que le jour des morts, c'est le 2 novembre, mais c'est le 1er qu'il ferait. Ah, moi aussi, il y a même un moment, le 1er novembre, mettre des fleurs sur la tombe. Je vais dire que chacun doit garder cette tradition. Cette connexion à la vie, à la mort. Oui, je pense que c'est ce qui fait de nous des êtres humains reliés les uns aux autres. Ne perdons pas ces traditions qui sont vraiment importantes. Mettons, enlevons le couvercle de la marmite, là en train de bouillir, là sur le feu de la peur de parler de la mort. Réunissez-vous autour d'un bon repas, parlez de la mort, parlez de ce que quelqu'un qui est en train de vivre ses souffrances voudrait pour lui, plutôt que d'arriver derrière en disant oui, mais peut-être lui, il veut pas ça, et après tout le monde se dispute. Ouvrez le débat, quoi. Sur ces bons conseils, merci Nathalie Fermini. C'est moi. On va prendre le temps d'une autre émission pour aller sur un élément de la mort qu'on se pose toujours. Après la mort, est-ce que tout s'arrête? Oh, mais reviens, vite fait, maintenant. À bientôt, Marmaille. À la semaine prochaine. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à François, je vous dis à bientôt.